bonjour. Je crois que, mesdames et messieurs, on va démarrer le colloque et j'ai le plaisir de vous présenter cette conférence plénière qui va être donnée par le professeur James Archibald. En voyant son nom, je lui ai dit tout à l'heure, j'allais le présenter en anglais. James Archibald qui nous fait l'honneur de parler d'une thématique très intéressante. Je vais y revenir dans quelques secondes. Quelques mots sur le professeur Archibald. Comme on vient de dire, peut-être une exception anglaise. C'est un Anglais qui a fait des études en France avec un doctorat de l'Université de Lille. Il a été prof au département des langues et des littératures étrangères il est toujours à l'Université de Turin. Mais avant de venir à Turin, il a été prof à l'Université McGill, l'une des universités les plus prestigieuses au Canada. Et où il a exercé pendant de nombreuses années au département comme président, en anglais on dit chairman, mais en fait c'est chef du département de traduction et de communication. Et peut-être que vous allez comprendre un peu pourquoi. En plus, il a été professeur invité dans plusieurs universités, dans plusieurs pays, que ce soit en Italie, en France, au Liban. Bien sûr, au Canada. En plus de ce parcours académique et scientifique, il a eu quand même des distinctions qui sont très importantes. Il a été fait chevalier de l'ordre des palmes académiques en France. Et il a aussi reçu une médaille à l'occasion du jubilé de la reine Elisabeth II en 2012, jubilé de diamant. Et actuellement, il est membre du Conseil supérieur de la langue française. Et en même temps, il est membre de l'Office des professeurs. Il a été, d'ailleurs, je crois que vous êtes toujours. Ah, d'accord. J'allais dire membre de l'Office des profession du Québec et aussi membre du comité parallèle sur la traduction et la terminologie relevant de l'Organisation internationale de normalisation. Brièvement, ces recherches portent essentiellement sur la traduction, ce qu'on appelle la jury linguistique et la glottopolitique. Il a choisi aujourd'hui de nous parler de la langue et les citoyens de proximité. Un titre qui m'a personnellement interpellé parce que je me suis posé la question où est l'intégration, où est le... Et je crois que cette démarche-là, que je trouve assez intéressante, c'est de revoir un peu ces problèmes d'intégration, les problèmes des inégalités, l'intégration linguistique, l'intégration socio-culturelle, socio-économique, en choisissant une perspective beaucoup plus globale. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement l'adoption de cette notion de citoyen de proximité en parlant des personnes en situation d'émigration ou de migration. Je crois que en lisant un tout petit peu le résumé, je note que les différentes dimensions du colloque vont être adressées, mais d'une façon très globale et dans une perspective un peu plus de globalisation. En parlant de citoyens de proximité, j'étais tenté, je vais vous poser cette question-là à titre personnel. Comment est-ce qu'on peut parler de citoyens de proximité
sans lier la question à la notion de démocratie et de démocratisation. Parce que citoyenneté, automatiquement, est surtout appliquée aux immigrés. Alors, en votre nom, je dis bienvenue, professeur Archibald, et la parole est à vous. Merci beaucoup. Pendant mon petit discours, que j'ai déjà terminé entre parenthèses, je vais tâcher de répondre à votre question. Parce que, dans le fond, c'est au cœur du débat. C'est un problème politique. En fait. Voilà. Comme dit notre ami Claude Gege, qui dit langue dit politique. N'est-ce pas? Donc, je vais changer de place parce que je dois lire mes dialogues. Et merci beaucoup. En italien, ecco fatto. Alors, dans ma vie quotidienne, je change de langue pour la je sais pas xème fois cette semaine, et on va donc essayer de répondre un peu à vos questions. J'aurais dû commencer par remercier M. le doyen, les organisateurs, etc., mais je commence par remercier les étudiants et les étudiantes d'être ici. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça qu'on est ici. Donc on va explorer avec vous un certain nombre de notions importantes. Alors voilà, pour le début, mon titre. La langue et les citoyens de proximité. J'ai choisi ce titre-là justement parce que c'est provocateur. Et je suis content parce que j'ai réussi à vous provoquer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin qu'on appelle des citoyens de proximité, n'est-ce pas? Et c'est ce que je vais essayer d'explorer pendant ce petit laïus. Je commence avec ce que j'appelle les prolégomènes. J'aurais pu parler de l'introduction, mais en fait, ce que je voulais faire, je voulais réfléchir sur la toile de fond. Pourquoi on pose cette question-là, etc. La réalité devant laquelle on se trouve en ce monde-ci, c'est qu'il y a un problème de globalisation et de mondialisation. En tant que terminologue traducteur, évidemment, je fais une distinction très nette entre globalisation et mondialisation, dans la mesure où, dans un certain sens, d'un côté, il y a un procès d'intention, et de l'autre côté, il y a un flux, un mouvement social presque inévitable, n'est-ce pas? Alors, du fait que l'on parle d'immigration, de mouvement, de migration, de population, il y a nécessairement un rapprochement de peuples, un rapprochement de personnes venant d'horizons divers. Hein? Ce qui exige de ces personnes-là une certaine intercompréhension et une certaine flexibilité lorsqu'on arrive dans des situations de rapprochement. Or, vous parlez de démocratie, si vous lisez le travail d'Hôtesse, vous allez voir qu'il y a un rapport très, très direct entre cette notion de démocratie et de proximité, et qui peut en fait agir dans un État soi-disant démocratique, ou dans un État qui se veut démocratique. Il y a toute une différence, je vous dégrace d'explication. Donc si bien, il faut chercher assez loin d'ailleurs pour trouver des exemples concrets de citoyens de proximité. Et c'est dans la ville un peu éloignée, au nord de la France, sur la Manche, de l'autre côté de la Manche, de l'Angleterre, où on a trouvé, dans la ville de Cherbourg, une initiative absolument fascinante. Et on tient de temps en temps, à Cherbourg, n'est-ce pas, une rencontre de citoyens de proximité.
Et la mairie de Cherbourg utilise, c'est le terminologie qui parle, utilise exactement ce syntagme-là. Et ça se retrouve dans les textes administratifs. Et il ne s'agit pas de citoyens des jurés, il s'agit de citoyens de proximité. Et je vais revenir là-dessus après. Mais quand j'ai trouvé ça, j'ai dit, ah, tiens, Eureka, j'ai trouvé la perle rare, etc. Et donc, en fait, dans les études démographiques, chez INSEE, n'est-ce pas, on trouve également une catégorie de personnes qui s'appellent des habitants ou, enfin, des habitants en statut particulier. Et les habitants en statut particulier, ce sont des citoyens de proximité, n'est-ce pas? Et qui ont vraiment un statut particulier. Et ça fait partie de toute une interrogation sur la question de l'intégration de ces mêmes personnes, n'est-ce pas? Donc, si bien que lorsque cette problématique se présente, il faut que l'administration publique ait aussi une politique d'intégration et une politique d'aménagement linguistique qui permettent justement d'intégrer ces personnes-là dans la vie socio-économique et culturelle du pays en question, n'est-ce pas? Et donc, l'INSEE a fait une étude très intéressante sur l'intégration socio-économique et par conséquent culturelle de ces mêmes personnes. Alors, à la fin, évidemment, on n'aura pas le temps de descendre dans la bibliographie, mais à la fin, je vous donne une bibliographie qui permet de voir cette question-là. Donc, je commence par ce qu'on retrouve dans les documents de l'INSEE, et textuellement, ce qui est intéressant de voir ce texte-là, où on met habitants et citoyens de proximité d'un côté de l'autre. Donc, ces personnes-là représentent plusieurs catégories de socio-professionnels que nous retrouvons parmi les migrants, donc les gens qui arrivent dans un pays. Et parmi ces gens-là, on trouve des cadres, des commerçants, des professionnels, des retraités, etc. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, avec l'influence de la société de communication, le fait qu'on peut faire du télétravail, on a des commerçants et des professionnels qui travaillent dans d'autres pays sans être citoyens, mais enfin qui participent à la vie de ces pays-là. Et c'est ce que vraiment l'INSEE a voulu souligner là. On ne peut non plus négliger les parents sans emploi, les enfants de toutes ces personnes sans activité professionnelle, car ceux-ci représentent plusieurs enjeux d'intégration linguistique et socio-économique. Donc vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation, c'est justement le noyau de ce problème-là. Donc là, on pose en même temps toute la question, toute la problématique de l'inclusion au-delà de l'intégration. C'est-à-dire on peut très bien intégrer des personnes, mais est-ce que ces personnes-là ont le sentiment, ou le ressentiment même, d'être inclus dans le pays? Souvent, la réponse, c'est non. Donc, ce concept d'inclusion est très important lorsqu'on essaie de comprendre cette situation-là sur le plan socio-linguistique. C'est un processus qui ne peut s'enclencher sans une maîtrise de la ou des langues nationales au pays, dans un pays d'immigration, n'est-ce pas? Or, il faut avoir accès à la formation linguistique pour tous, parce qu'une connaissance de la langue ou des langues du pays d'accueil est une compétence professionnelle. J'ai souligné ces termes-là parce que, en fait, au Québec, lorsque vous étudiez la Charte de la langue française, il y a un article de la Charte de la langue française qui touche justement l'intégration des professionnels qui ne sont pas de langue française. Et donc, il faut prouver à l'aide d'examens, n'est-ce pas, examens qui sont donnés par l'Office québécois de la langue française, que l'on a
une compétence professionnelle dans la langue dans laquelle on exerce sa profession. Donc, ça veut dire que si vous êtes infirmier, infirmière, médecin ou ingénieur, architecte, n'importe quoi, etc., légalement, vous devez prouver votre connaissance de la langue pour pouvoir exercer. N'est-ce pas? À l'époque, je pense à Mme Shapiro, à l'époque, c'était en fait le DALF qui permettait de reconnaître justement ce niveau de compétence, un peu comme en France également. Et donc, l'accès à l'éducation est important, et l'accès à la connaissance professionnelle de la langue est important pour toutes ces catégories de personnes, n'est-ce pas? Et donc, il faut avoir une politique ciblée dans un pays qui s'occupe de ce genre de problématiques, n'est-ce pas? Une politique ciblée qui va être axée sur l'intégration de ces personnes-là qui arrivent sur le territoire-là. Mais ce n'est pas seulement l'acteur gouvernemental qui agit, parce que c'est un phénomène de collaboration sectorielle, et donc il doit y avoir une collaboration entre l'administration publique, la société civile et les institutions, et le rôle des ONG est vraiment très capital dans ce genre de situation-là. Or, encore une fois, c'est le terminologue qui parle, excusez-moi. Mais, donc, on revient. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Qu'est-ce que c'est qu'un habitant? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec le dictionnaire de l'Académie française, c'est qu'on a toujours une vision historique de l'évolution d'un certain terme. Alors, en fait, ces deux termes-là se retrouvent, elles sont répertoriés par l'Académie, habitant et habitants d'une cité ou d'une ville, n'est-ce pas? Et ça, c'est très révolutionnaire. Alors, ce qui est très intéressant de voir qu'il y a un changement de sens après la Révolution, n'est-ce pas? Comme il y a eu beaucoup de changements après la Révolution, n'est-ce pas? Et donc, on retrouve en 1798 cette définition-ci. C'est un nom commun. Tous. Tous les François, c'est prononcé à la québécoise parce que c'est au XVIIIe siècle, tous les Français et autres individus de nations libres qui jouissent des droits des citoyens. Et j'ajoute, et c'est le dictionnaire même qui ajoute cette petite phrase, c'est relativement aux femmes une simple qualification. Parce que, évidemment, en France, après la Révolution, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Ça arrive assez tard dans l'histoire de la République, en fait. Donc, ce qui nous amène à voir, pour ces personnes-là, ayant cette qualité juridique, dans le fond, ou quasi-juridique, quels sont les droits et les responsabilités de ces personnes, n'est-ce pas? Alors, on trouve dans cette notion-là deux volets, en fait, du rôle du citoyen de proximité. Donc, c'est une personne qui arrive sur le territoire, qui a des droits, si on regarde la question du droit international, n'est-ce pas? Mais en même temps, puisqu'ils sont casés dans un certain pays, dans une certaine ville ou cité, n'est-ce pas? Ces gens-là ont également des droits et des responsabilités par rapport à leurs concitoyens. Que ce soit des concitoyens des jurés ou des concitoyens de fait. Une différence. Donc c'est assez important. Je vous fais grâce à la lecture de cette citation-là parce que je ne veux pas retarder le programme outre mesure, mais vous comprenez le concept. J'ai beaucoup travaillé sur cette question-là pour des raisons professionnelles, bien entendu, mais vous avez là une analyse plus détaillée, n'est-ce pas,
de cette notion de droit et responsabilité dans ce sens-là. Et encore une fois, je vous fais grâce un peu de la lecture de la citation. Et j'attire, je m'excuse parce que c'est très petit pour lire, j'attire votre attention simplement sur la notion comment dirais-je, de citoyen mondial, n'est-ce pas? On essaie de galvauder cette notion de « oh, vous êtes des citoyens du monde », etc. Echisma, comme on dit en arabe. C'est quoi ça? Citoyen du monde, c'est un concept très vague. Mais l'idée, c'est que quand on commence à parler des citoyens de proximité, ou des citoyens qui ont vraiment des droits et des responsabilités spécifiques, c'est plus vague. C'est assez précis. Et c'est simplement pour ça que je voulais vous mentionner cela, n'est-ce pas? Alors, il faut avoir là une autre vision des migrants. Et la vision qui est dans le fond intéressante pour nous, dans ce sens-là, c'est cette vision inclusive. Donc, le migrant qui arrive sur le territoire n'est pas simplement l'étranger sur le territoire, mais c'est une personne que l'on veut essayer d'inclure. Non pas d'intégrer, mais d'inclure. Sur le plan socio-économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan des rapports humains. Et donc cet aspect est vraiment très important. Si bien qu'il faut, je crois, dans nos travaux et dans notre analyse de la situation, élargir le sens de citoyenneté et d'éviter que cette notion de citoyenneté soit dominée par une perception trop judiciarisée de la notion. Parce que c'est vraiment une question de société, n'est-ce pas? Or, on peut se poser la question, quels sont ces droits et quelles sont ses responsabilités, n'est-ce pas? Et là, on peut trouver une liste de droits et de responsabilités qui nous fait réfléchir, n'est-ce pas? Donc même le citoyen de proximité peut, en fait, participer à la vie démocratique, économique, sociale et culturelle d'un pays ou d'une ville. Je pense à l'exemple, je vais prendre un exemple québécois, l'exemple des conseils scolaires. Donc, il y a beaucoup d'enfants, d'immigrés, qui envoient leurs enfants à l'école. Ils n'ont pas encore le statut d'immigrant, ils n'ont pas encore une carte de séjour, ils sont sur le territoire, peut-être des travailleurs étrangers, n'est-ce pas? Mais les enfants sont scolarisés. Et le citoyen de proximité peut participer à un conseil d'école pour essayer de voir comment on va gérer le programme à l'école, etc. Et donc, c'est une forme de participation civique. Et on a trouvé exactement ce même type de situation à Sherbrooke. C'est pas quand on a vu cette situation-là. Donc, ces personnes-là peuvent avoir accès aux loisirs, aux activités physiques et sportives de la ville, doivent respecter l'environnement, promouvoir le développement durable dans la ville, donc respecter par exemple la politique des ordures. C'est assez quotidien comme exemple, mais c'est vrai, n'est-ce pas? Il faut aussi pouvoir vivre en sécurité, être sécure en sa personne, mais aussi assurer la sécurité d'autrui. C'est une responsabilité. Et aussi d'avoir accès aux services municipaux. Alors, j'ai trouvé tous ces droits et responsabilités déclinés de façon très, très spécifique dans le document qui s'appelle la Charte des droits et responsabilités de la ville de Montréal. Montréal, comme beaucoup de villes, Paris, Rome, Turin, où j'habite actuellement, etc., ce sont des villes d'immigration. Et ces gens-là ont des droits. Or,
La ville de Montréal a publié sous l'ancien maire Gérard Tremblay, qui est un économiste, un avocat, a publié en fait une charte qui s'appelle la Charte des droits et responsabilités des citoyens de Montréal. Et pour remonter à l'époque post-révolution en France, dans cette charte-là, il y a deux termes qui reviennent constamment, citoyenne et citoyen. Et le féminin est toujours utilisé avant le masculin. Ça devient un peu barbant, langue finalement, mais ils ont insisté sur ça. Donc le masculin n'est pas utilisé à titre épicène, ils ont insisté sur le fait que le féminin précède le masculin. Oh, nous avons traduit, merci beaucoup, nous avons traduit la Charte des droits et responsabilités des citoyens de Montréal en plusieurs langues, dont, dans un premier temps, l'espagnol. Ensuite, on a fait le texte en arabe avec mes collègues de l'université libanaise à Beyrouth. Et nous avons traduit cela en italien avec mes collègues de l'université de Milan, etc. Et en mandarin, ça c'est une histoire, je vais raconter cette histoire un jour, etc. Donc, et le dernier texte sur lequel j'ai travaillé, c'était la traduction en tagalog. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle de tagalog ici? Non. Ah d'accord, très bien. Bon, alors, c'est quand même un défi intéressant. Or, imaginez-vous, ça va très bien dans les langues européennes, n'est-ce pas? Anglais, français, espagnol, italien, etc. Mais traduisez ça en mettant le féminin avant le masculin en arabe. C'est tout un défi. Parce qu'il n'y a pas seulement les substantifs et les adjectifs, il y a les verbes, il y a toute la structure des phrases, etc. Et aussi la perception. Et la notion de non-genré, etc. Parce que c'est une langue genrée. Alors, je vous fais grâce de discuter, etc. Mais c'était vraiment un défi incroyable. Mais ce qui est intéressant dans le contexte de ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que dans ce texte-là, les deux termes citoyenne d'abord et citoyen, sont utilisés comme des termes inclusifs qui comprennent les situations, comment dirais-je, les citoyens de jure et les citoyens de fait, n'est-ce pas? Alors, ça c'est j'allais vous montrer la couverture de la charte, mais ça disparaît. La technologie. Ok, ça, je ne sais pas si vous voyez, mais j'aime beaucoup le graphisme de la charte de Montréal, parce qu'on voit si vous regardez le texte, il y a toujours des images des citoyens qui s'embrassent, qui sont toujours ensemble, etc., qui vivent ensemble. Donc il y a cette notion du mieux vivre ensemble dans la charte. L'autre problème, et vous allez me dire combien de temps il me reste, parce que j'ai une mauvaise habitude de prof de parler sans finir. Oui, bon, continue. Yallah. Bon, alors, oui. L'autre problème terminologique qu'on avait là, c'était pas seulement la question de qui est le citoyen, mais qu'est-ce que c'est que la proximité, n'est-ce pas? Et donc, on s'est posé cette question-là également. Et ce qu'on a découvert, en fait, c'est que la notion de proximité, c'est une notion très dynamique, n'est-ce pas? Quand on met des gens ensemble, ils vont agir ensemble, ils vont faire quelque chose, ils vont s'influencer les uns et les autres, etc. Et c'est pour cela que cette notion est très importante. Donc, je vous fais grâce du texte même. Mais là, ce qu'on retrouve dans cette notion-là, c'est l'importance de définir la glottopolitique de l'intégration.
vous êtes le gouvernement. Comment vous allez gérer sur le plan linguistique l'intégration et l'inclusion de ces mêmes personnes-là, en travaillant avec ce qu'on appelle en anglais tous les stakeholders, toutes les parties prenantes. J'aime pas du tout la traduction, mais enfin, c'est comme ça. Alors, ça c'est le grand défi devant ce genre de problème-là. Alors, là, on ajoute les deux notions ensemble, et on se pose la question, qu'est-ce que c'est que la proximité citoyenne? Parce que le citoyen n'est pas seulement substantif, mais c'est aussi un adjectif. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc, c'est là où on revient à la question de la démocratie et de l'idée d'hôtesse, dans le sens qu'il faut intégrer ce citoyen de proximité dans un processus démocratique. Même s'il n'a pas encore obtenu, il ou elle, n'a pas encore obtenu le statut de citoyen. C'est un peu comme si le citoyen de proximité était un citoyen des jurés en apprentissage. C'est quand même important sur ce plan-là. Alors, j'ai dit en droit, quels sont les autres syntagmes qu'on retrouve comme ça? Et là, vous voyez que, en fait, c'est un syntagme qui revient assez souvent. Et ce sont des termes qui se retrouvent dans des arrêts de cours, dans des règlements, etc. Donc, je ne rêve pas en couleur. C'est quelque chose de réel. Pas? Et donc, l'autre aspect de la chose qui est intéressante, c'est ce mouvement de population. Et tout récemment, à la Commission européenne, nous avons tenu des assises de la DGT, de Délégation Générale à la Traduction, à Bruxelles, pendant une grève, entre parenthèses. Et en fait, la chose qui nous a frappé dans toute cette discussion, on parlait de traduction, surtout en jouant avec 24 langues différentes, etc., tous les problèmes que ça propose. Et le fait, c'est que quelle est la pression sur la migration? La pression est évidemment économique, famille, travail, blablabla, etc., tout le problème du télétravail, etc. Mais le point peut-être le plus important qui a été soulevé, c'est la pression du climat. Parce que si vous regardez le réchauffement climatique, il y a des zones qui sont de plus en plus inhabitables. Il y a des familles, il y a des sécheresses, il y a des problèmes comme ça. En Afrique subsaharienne, vous voyez ce problème. Donc, il y a des mouvements de la population vers ce qu'on appelle les zones tempérées. En Italie, actuellement, nous vivons le drame de tous les gens qui arrivent à Catania. C'est un problème politique. Évidemment, il y a eu de bonnes discussions entre la France et l'Italie par rapport à cette question-là. Mais, ma foi, c'est la réalité de cette pression-là. Donc, ça veut dire que dans les pays d'accueil, vous allez avoir beaucoup plus de gens arrivant des pays qui souffrent justement de ces changements climatiques. Donc, ajouter à cela tous les problèmes économiques, sociaux, culturels, etc., qui se présentent en même temps. Alors, j'ai regardé dans les documents, trouver où est le flux migratoire le plus important, et j'ai regardé les pays francophones. Alors, du côté de l'Exode, c'est le Maroc qui est au palmarès en 1995, pardon. Et après, il y a moins d'émigration. Mais les deux pays qui sont les plus importants au palmarès de l'immigration, parmi les pays francophones, sont primo la France, deuxièmement le Canada. Parce que c'est les deux pays qui représentent pour les immigrants des opportunités pour améliorer le sort de la vie. Vous pouvez regarder les statistiques, etc.
Donc, il y a donc une pression grandissante sur les pays d'avoir des politiques d'aménagement pour justement accueillir tout ce monde-là qui arrive sur les territoires. L'exemple de Catania me revient constamment parce que si vous regardez les nouvelles en Italie, surtout avec le nouveau gouvernement, c'est quelque chose qui arrive tous les jours, etc. Tout le monde est préoccupé par cette question-là. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces migrants-là? On les met sur un radeau en pleine Méditerranée et on met le feu. Franchement, il y a des gens qui ont dit ça. C'est absolument incroyable. Donc, c'est une réalité politique. Donc, cet aménagement doit absolument prévoir des politiques d'intégration et des politiques d'inclusion. Donc, c'est ce que j'ai appelé dans un autre travail que j'ai fait avec d'autres collègues, n'est-ce pas, à une organisation qui s'appelle l'OPAL. C'est l'organisation de toutes les organisations d'aménagement linguistique des pays francophones, n'est-ce pas? Et c'est ce que j'ai appelé une politique linguistique intégrée. Donc, ce n'est pas simplement une question de savoir vous avez réussi tel ou tel examen, vous avez passé combien d'heures dans une classe d'accueil, etc., tout ce truc-là, etc. Mais c'est une politique d'intégration où toutes les parties prenantes, tous les stakeholders ont quelque chose à gagner. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? C'est d'avoir des immigrants, des migrants qui participent et qui contribuent à la société d'accueil. C'est ça l'important. Et donc, dans ce genre de politique-là, évidemment, c'est pas simplement une politique linguistique, c'est une politique de développement économique et social. C'est aussi une reconnaissance de la diversité, et de la diversité galopante dans le monde dans lequel on vit à cause de ces flux de population. Et puis, évidemment, c'est une reconnaissance du droit à la langue. Donc, sur le plan juridique, c'est très important de reconnaître ce droit à la langue, le droit à la traduction même. Enfin, si vous arrivez au tribunal, et vous ne parlez pas la langue du tribunal, si vous êtes arrêté, vous êtes un immigrant, vous avez le droit de savoir pourquoi vous êtes arrêté dans votre langue à vous. Et dans les 24 langues de la communauté européenne, évidemment, ça pose des problèmes assez intéressants, n'est-ce pas? Or, l'autre aspect qui est vraiment très important de savoir, c'est qui sont ces personnes-là. Alors là, je vous ai décliné la liste à partir de certaines études socio-linguistiques et juridiques de toutes ces personnes-là. Alors, on peut se dire qu'il y a des catégories de personnes assez saugrenues là-dedans. Vous avez, par exemple, les parents des migrants au foyer sans travail. Donc, la belle-mère qui arrive de pays X, qui arrive et qui doit faire son marché, ou qui doit travailler avec des collègues dans son quartier, etc. Quels sont ses droits, quelles sont ses responsabilités, etc. Quel est le devoir de l'État par rapport à ces personnes-là? Donc ce sont toutes sortes de questions qu'il faut se poser dans ce contexte-là. Donc là, il y a toute une série de questions par rapport à l'impact de cette immigration. Et donc, là, je fais grâce des détails, mais il faut voir dans ce sens-là quel est le contexte dans lequel ces gens-là s'intègrent et comment est-ce qu'on analyse l'impact, n'est-ce pas? Donc, sur le plan économique, c'est très important de voir ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement des linguistes, des sociolinguistes qui vont travailler là-dessus, mais on travaille aussi avec les économistes. On travaille avec des gens. Alors, c'est par exemple mon collègue à Genève, François Grain, avec qui on a travaillé sur cette politique d'intégration intégrée, etc. Lui, il le voit sur le plan purement économique, n'est-ce pas? Si vous regardez ses travaux. Donc, c'est pour cette perspective-là qu'il faut voir, n'est-ce pas?
Alors, au cœur de ce débat, il y a aussi l'éducation. L'éducation non seulement des enfants, mais l'éducation des adultes et l'éducation continue. Et je reviens à la charte de langue française au Québec, par exemple, parce que même si un étranger peut se qualifier en termes linguistiques, cet étranger, une fois qu'il est naturalisé, par exemple, doit aussi continuer à prouver sa compétence dans la langue du pays. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, en fait, inspecter, c'est le terme utilisé dans le texte de la loi, on peut inspecter la pratique, disons, d'un architecte, de médecin, etc., pour savoir s'il a maintenu sa compétence dans la langue du pays. Donc, il ne suffit pas simplement de se qualifier, il suffit de maintenir cette compétence-là en continuité. Donc, c'est quand même un concept important. Or, le principe derrière tout cela, c'est que les citoyens de proximité donc, vont être encouragés à participer à la vie de la société en continu. Et ça se développe constamment. Donc, ce n'est pas une question assez pointue, c'est une question de longue vie, si je puis dire ainsi. Donc, je conclue avec cette petite remarque à la fin. C'est la langue constitue un enjeu stratégique, central dans l'intégration des citoyens de proximité dans leur pays d'accueil. On ne peut pas dire non. Merci beaucoup. On a besoin d'une pause café. Alors, on va prendre 5 minutes et pour éventuellement des questions, s'il y a des questions urgentes, pressantes, et bien sûr vous aurez l'occasion de vous adresser directement au professeur Archibald tout à l'heure pendant la pause café. Alors, est-ce qu'il y a des questions Oui. Oui, madame. Merci, je remercie M. Archibald. Ce ne serait pas une question, mais un petit complément d'information concernant le Maroc, qui a entrepris des mesures législatives très importantes depuis 2013, après un rapport qui a été fait par pardon. Je suis fatiguée, donc en fait c'est en 2014 qu'il y a eu des mesures entreprises pour la régularisation des migrants au Maroc, à qui on délivre désormais une carte de séjour, une carte de travail, et qui ont les mêmes droits que les Marocains pour travailler, pour avoir un logement, etc. Et qui sont donc qui ont les mêmes droits, et ça c'est très important, donc ils sont parfaitement intégrés, du moins sur le plan des droits. Maintenant, la question de la langue, et de la scolarisation, etc., ce sont des choses qui peuvent suivre et desquelles on peut débattre justement. Autre petit complément d'information, les émigrés au Maroc, vous avez donné les dates, les chiffres de 1995, actuellement ils sont au nombre de 5 millions. Les émigrés, et dont ils représentent pratiquement 6% de la population actuelle marocaine. Et les 5 millions, 90% des 5 millions se retrouvent en Europe. Voilà, merci. Merci beaucoup. J'ai pris connaissance de la situation migratoire et sur le plan juridique au Maroc avant de préparer cette présentation.
mais je ne voulais pas présumer devant un public marocain parler de la situation locale. Mais j'étais au courant de cette situation-là et quand même c'est une avancée importante pour cette question d'intégration et d'inclusion, n'est-ce pas? D'autre part, les chiffres que j'ai cités, c'était les chiffres de ce que j'appelle le palmarès des 20 premiers, n'est-ce pas? Alors, évidemment, ça a changé depuis 1995, mais évidemment, l'Europe, c'est vraiment le pays, la zone d'accueil la plus importante, la France en particulier. L'Italie reçoit aussi beaucoup de migrants marocains. Et j'ai le temps de vous raconter une histoire. Une petite histoire. C'est pas trop long. La semaine dernière, à Turin, j'avais besoin de médicaments. Et je ne savais pas si ça existait dans les pharmacies italiennes. Donc, comme d'habitude, mon italien est plus ou moins acceptable. Mais j'arrive, avant d'y aller, je fais toujours une recherche terminologique pour savoir quelles sont les choses que je cherche. Bon, j'entre dans la pharmacie, je m'explique, et la pharmacienne qui m'a reçu a détecté évidemment un accent étranger. Alors, dès qu'elle a pu détecter l'accent étranger, elle m'a dit « Les parla francese ?» et j'ai dit « Dieu merci, oui. » et donc elle a dit « Bon, attendez un peu. » Et puis elle indiquait qu'il y avait une autre pharmacienne. Et cette pharmacienne est venue m'aider. Et elle parlait un français absolument impeccable. J'étais soulagé. Et j'ai eu mon médicament, etc. Et puis finalement, je lui ai dit, vous parlez un français vraiment extraordinaire. Où est-ce que vous avez appris le français comme ça? Au Maroc. Donc c'était une pharmacienne marocaine émigrée en Italie qui parlait couramment l'italien, l'arabe et l'arabe franquin et le français. Et une dame excessivement gentille, je l'ai remerciée. Et après notre conversation en italien, et d'ailleurs, il m'a dit, vous savez d'où je viens? Je viens de Rabat. Et sa famille habite Rabat, aujourd'hui. Donc c'est de l'actualité. Alors en quittant, je lui ai dit, shukran, habibi. Merci beaucoup, professeur Darachevol. Je pense qu'on mérite une pause comme vous le méritez. Merci beaucoup pour cette présentation très riche qui a touché à tous les concepts qui vont être débattus pendant les 3 jours qui viennent. D'accord? Merci.